Et attention à l'abus d'alcool. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, pour une fois, et pour une bonne fois, c'est un Québécois qui va parler aux Français. Et effectivement, qui va nous parler de quelque chose qui, heureusement, est en train de se fendiller. Pas de disparaître, mais de se fendiller. Je parle évidemment du politiquement correct. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Ce Québécois dont vous parlez, André Berkoff, précisément, c'est votre invité. Face à vous, Mathieu Bock-Côté, sociologue québécois et auteur de ce livre, L'Empire du politiquement correct, est publié aux éditions du Cerf. Alors, Mathieu Bock-Côté, je suis très heureux de vous recevoir. D'abord, ce n'est pas votre premier livre, il s'en faut. La dénationalisation tranquille, l'exercice politique, le multiculturalisme comme religion politique et le nouveau régime. Et puis là, vous vous attaquez à quelque chose que vous avez déjà dénoncé à plusieurs reprises et dans beaucoup de médias, qui est l'empire du politiquement correct. Est-ce que vous pensez quand même, je le disais, que grâce d'ailleurs à vous et puis à certains autres, est-ce que ce n'est pas en train, ce politiquement correct, de se fendiller, même voire de s'ébrécher? Je crois qu'on doit avoir une vision assez double de la chose, c'est-à-dire d'un côté, il est remis en question, d'un côté, il y a une forme d'insurrection contre le politiquement correct. Plus encore, on peut croire que la révolte contre le politiquement correct alimente aujourd'hui la vie politique. Mais au même moment, ce politiquement correct tend à se radicaliser, c'est-à-dire inquiet de sa perte de maîtrise des codes de la respectabilité politique, inquiet de voir surgir des forces qui remettent en question ce que j'appelle le régime diversitaire, donc le multiculturalisme obligatoire, l'éparpillement des identités sur le mode victimaire. Le politiquement correct tend à se radicaliser. Je donne quelques exemples. Oui. Il multiplie, par exemple, les phobies à dénoncer. Toute forme de désaccord avec le politiquement correct aujourd'hui n'est pas pensée comme un désaccord intellectuellement comme possible. La cagophobe dont parlait Philippe Murray. Ouais. Donc, c'est ce que j'appelle la psychiatrisation du désaccord. Dans la même logique, on peut croire que la chasse au dérapage est plus intense aujourd'hui que jamais. La volonté d'expulser du débat public les contradicteurs de l'idéologie officielle. Et un troisième point qui me semble peut-être le plus important, oui. Il s'institutionnalise politiquement, c'est-à-dire qu'il se judiciarise. Je donne un exemple là-dessus qui me semble très fort, et on en a parlé il y a quelques mois, c'est le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech, tout le monde en a parlé, mais apparemment on ne devait en dire qu'une chose et qu'il n'était pas contraignant. Quiconque en disait autre chose passait pour fou ou pour fake news. Or, quand on lisait le pacte de Marrakech, il y avait une proposition forte qui était signée par nos gouvernements, c'était de cesser le financement public des médias qui feraient la promotion du racisme, de la discrimination ou de l'intolérance. Or, quand on regarde la définition du racisme ou de la xénophobie qui nous était proposée, dans les faits, toute remise en question du multiculturalisme ou de l'immigration massive passait pour de l'intolérance. Donc, c'était multiculturalisme ou barbarie. C'est-à-dire que vous-même, vous pouviez être condamné pour publier dans un journal, ou le journal qui publiait Mathieu Bock-Côté pour être condamné pour dénonciation du multiculturalisme. Oui, alors quand on regardait ça, quand on prenait la peine de lire les textes, donc on nous dira, oui, mais c'est pas encore, ça s'est pas traduit dans les lois. Un instant, soyons patients. Donc je crois que la tentation devant la remise en question de ces contradicteurs, c'est la volonté de les dénoncer toujours plus violemment. On le voit aussi avec l'extension, par exemple, du domaine, ce que j'appelle l'extension du domaine du racisme. Le concept de racisme est de plus en plus étendu aujourd'hui pour désigner des phénomènes qui n'en relèvent pas. Autant le racisme est odieux, et tous en conviendront, autant associé au racisme, ce qui n'en relève pas, est aussi odieux. Or, quand aujourd'hui on assimile, par exemple... Donnez-moi un exemple, oui. Alors, je donne un exemple très québécois, mais qui aura un écho français. On a chez nous en ce moment ce qu'on appelle le débat sur le projet de loi 21. En gros, une laïcité minimaliste à la québécoise, interdire les signes religieux ostentatoires chez les employés de l'État en situation d'autorité. Policiers, enseignants, juges, gardiens de prison, procureurs de la couronne. Bon. D'accord. Eh bien, accusation de nettoyage ethnique, accusation de racisme, accusation de xénophobie, accusation de discrimination à grande échelle. Regardez le traitement réservé à la laïcité à la française dans les médias anglo-saxons. C'est intéressant. La laïcité à la française, quoi qu'on en pense, est présentée comme une forme d'autoritarisme anti-minoritaire. C'est l'Union soviétique à destination des minorités. On peut aussi regarder le débat sur le racisme structurel, ou le racisme d'État, racisme systémique. Ce concept s'étend de manière folle. Autre exemple de cette espèce d'extension des concepts qui deviennent un peu fous, ce que j'appelle l'alphabet recomposé. L, G, B, T, Q,
I2+, et ainsi de suite. Alors, moi, je n'ai aucun mépris. Lesbiens, gays, trans et compagnie. Ben voilà, alors moi, pour chacune des réalités ainsi désignées, moi, j'ai tout le plus grand respect, la question n'est pas là. Mais quand on met tout ça ensemble, on nous dit pas d'amalgame, mais qu'est-ce que toutes ces lettres viennent faire ensemble, sinon qu'une forme d'éparpillement infini de la subjectivité? Et si vous contestez cette espèce de nouvelle manière de penser l'identité, vous êtes accusé de transphobie. Alors, les phobies. Donc, je crois que l'espace public s'étend aujourd'hui une forme d'orwellisation de la parole publique. Et le dernier exemple, je me permettrais, c'est regarder le rapport justement au fameux vivre ensemble. Plus nos sociétés se décomposent, plus elles se fracturent, plus elles se partitionnent, plus les tensions identitaires sont vives, plus le sentiment de devenir étranger chez soi se radicalise. Au même moment, la propagande du vivre ensemble n'a jamais été aussi forte et on cherche à tout prix à nous faire avouer que nous vivons dans le meilleur des mondes. Alors tout cela mis ensemble crée un environnement idéologique et médiatique assez toxique. Oui, il est contesté, mais ça ne veut pas dire qu'il ne cherche pas à se maintenir à tout prix. Alors justement, vous dites ça, et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'ils cherchent évidemment à se maintenir à tout prix, mais pourquoi? Et regardez comment ça se traduit, et je voudrais avoir votre avis, parce que nous sommes, et vous en parlez très très bien, en tout cas, que je recommande vraiment l'Empire du politiquement correct, parce que il s'agit, en fait, on revient à Orwell. Oui. Orwell avait tout dit de ce point de vue-là, sauf qu'aujourd'hui, Orwell, on l'applique. Oui. Enfin, certains essayent de l'appliquer. Et est-ce que aujourd'hui, la ligne de fracture, on la voit quand même dans ces élections européennes qui ont eu lieu hier, enfin dont on a eu le résultat hier, est-ce qu'il y a, où est-ce que vous situez par exemple les gens, la querelle progressiste contre la lèpre populiste, anywhere comme somewhere contre anywhere, on voit très bien que en tout cas certains populiste entre guillemets s'est installé en Europe de l'Est, en Italie, l'Angleterre du Brexit qui a été confirmé effectivement le parti du Brexit. En France, on voit il y a Macron d'un côté, Le Pen de l'autre, mais est-ce que ça ne représente pas presque cette espèce de fracture dont on parle? Oui, ben là, je crois qu'on assiste devant ça à une nouvelle ligne de fracture autour de la question du régime, c'est-à-dire pas au-delà de la 4e, 5e République, mais la notion de régime, c'est-à-dire la traduction que nous faisons de l'idée de démocratie. Or, aujourd'hui, plutôt que d'accepter justement qu'il y a plusieurs conceptions de la démocratie qui s'affrontent, le système médiatique dominant tend à nous dire un instant, et là ce sont les termes macroniens, c'est d'un côté le progrès lumineux, radieux, qui pousse à la société ouverte, et de l'autre côté la lèpre populiste, version réinventée de la peste brune, on s'entend. Et toujours, c'est la logique de la contamination qui est utilisée pour parler de l'adversaire. De la peste à la lèpre, on comprend ce dont on parle. Et on nous disait quelquefois, oui, mais il n'a pas parlé des lépreux. Il ne faut pas nous prendre pour des fous. La lèpre fait des lépreux. Il faut être sérieux. Alors, il faut diaboliser, quoi. Il faut diaboliser. Voilà, logique de diabolisation. Ouais. Et ça, je crois qu'il émerge partout en Europe, effectivement, ce conflit sur quel est le cadre de la souveraineté. Qu'est-ce qu'un peuple? Donc ce conflit, il est partout visible, mais il n'est présenté la plupart du temps que sous le signe de l'inquiétude, vous savez, quelque chose de musique de fond, musique d'ambiance, style film d'horreur, sur la montée des populismes. Et moi, c'est une question que j'aime poser à ceux qui s'en inquiètent, peut-être à raison, c'est mais qu'entendent-ils par populisme? Et la plupart du temps, la définition tarde à venir. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui dans le populisme, au-delà d'un style politique, au-delà d'une manière de gouverner, le carburant, on pourrait dire, sociologique et politique du populisme, qu'est-ce que c'est? C'est d'un côté le refus de la perte de la décision politique. Donc nos sociétés qui ont peu à peu passé de la souveraineté populaire au gouvernement des juges, en maquillant ça au nom de l'état de droit, eh bien il y a une volonté de retour aux politiques. Ensuite, le rapport au peuple. Est-ce que le peuple, fondamentalement, c'est une entité historique, culturelle, avec son identité, ou est-ce que c'est une addition d'individus ou de minorités, mais sans substance? Ça, c'est donc, autrement dit, multiculturalisme ou nation. Ouais. Or, à ce que j'en sais, la décision politique, le sens de la nation, l'identité nationale appartiennent à l'univers de la démocratie libérale. Bien Quand sûr. On pense à un Raymond Aron... toujours, oui, mais un Aron, un De Gaulle, un Churchill n'étaient pas étrangers à tout cela. Et aujourd'hui, le grand paradoxe de notre temps, c'est qu'on tend à condamner au nom de la démocratie libérale ce qui a permis de sauver la démocratie libérale quand elle était en danger au XXe siècle. Churchill, De Gaulle n'étaient pas exactement des pré-68 en culotte courte. Ce n'étaient pas exactement des individus chétifs et attiédis. Ils portaient une forme de patriotisme tragique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce qui a permis de sauver la démocratie, aujourd'hui, on veut le condamner au nom de la démocratie. Je ne suis pas certain que cette représentation du monde soit convaincante. Et alors, est-ce que vous pensez que, pour ne parler que de la France, mais même ailleurs, un mouvement comme celui des Gilets jaunes, Mathieu Bock-Côté, ça m'intéresse, qui est un mouvement qui a échappé à toute définition, sans chef, d'ailleurs, on l'a bien vu, et c'était tout à fait normal que les pauvres listes Gilets jaunes qui sont présentées ont fait 0,5, ça ne représentait rien, y compris chez les Gilets jaunes. Mais pour vous, c'est l'expression, la manifestation de quoi? Dans un pays où, appelons ça
le moment populiste était entravé en bonne partie parce qu'il s'exprime à travers le Rassemblement national, qui est marqué par la famille Le Pen, et plus largement qui touche à une histoire qui est... bon, on pourrait dire, il y a des épisodes du 20e siècle qui contaminent cet élan. Donc, le mouvement populiste, qui était bloqué politiquement, on l'a vu au moment du deuxième tour de la présidentielle, devait prendre un autre chemin. Et je crois que c'était l'insurrection, pour reprendre les mots de Guy Louis, de la France périphérique, mais il y avait aussi quelque chose, c'était aussi la France des invisibles, j'explique. Il n'y avait finalement que 2 catégories d'exclus légitimes dans les médias pendant longtemps. C'était soit l'exclu identitaire classique, donc celui, la figure, donc on revient... Voilà, soit l'immigré, soit les nouvelles formes de minorités sexuelles possibles. Mais la France enracinée, banale, ennuyante, mais qui le français moyen, qui existe, on a décrété son inexistence, mais il existe, et qui sent de plus en plus peser sur lui des contraintes économiques, identitaires fortes. Et bien, un jour, et par ailleurs, dans un pays qui poétise l'insurrection, la France est ce pays où on croit que le peuple dans la rue est le peuple véritable. C'est assez étranger de ce point de vue, c'est la culture révolutionnaire. Alors, mettez tout ça ensemble, les Gilets jaunes, à tout le moins dans les premières semaines, ont exprimé cette révolte de la common decency. Ensuite, le mouvement a été détourné, récupéré par l'extrême gauche, on le voit dans le culte de la violence, mais ne faisons pas l'erreur de condamner les premières semaines au nom des dernières. Tout à fait, on va continuer à en parler avec Mathieu Bock-Côté. On reste sur Sud Radio avec André Berkoff, son invité Mathieu Bock-Côté, intellectuel québécois, qui, par ailleurs, est l'auteur, je vous le rappelle, de ce livre, L'Empire du politiquement correct. C'est publié aux éditions du Cerf. À tout de suite sur Sud Radio. Dit sur carrefour.fr. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff face à son invité Mathieu Bock-Côté, sociologue québécois et auteur de ce livre, L'Empire du politiquement correct, publié aux éditions du Cerf. Mathieu Bock-Côté, on discutait effectivement du politiquement correct. Encore une fois, je recommande vraiment votre livre parce qu'il remet beaucoup de pendules à l'heure, surtout quelques pendules justement du chantage à la contamination, du chantage à la diabolisation, du chantage comme d'habitude, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. C'est pas nouveau et ça continue à marcher. Mais je crois quand même de moins en moins, et heureusement. Et si l'on en voit, Mathieu Bock-Côté, les résultats d'hier, je regardais comme ça dans l'Europe, pas seulement évidemment en France. Bon, en Allemagne, il y a eu un triomphe des Verts, mais la CDU a diminué. Le parti du Brexit est largement en tête. On disait que le Brexit, il y avait un nouveau référendum, les Anglais rejetteraient le Brexit. Bon, la Ligue de Salvini est en tête en Italie, large victoire du parti de Viktor Orban en Hongrie. En Grèce, la gauche de Tsipras sanctionnée, les socialistes effectivement ont gagné en Espagne, la Belgique percée de Vlaams Belang en Flandre très fort, et les conservateurs au pouvoir en Pologne l'emportent, et la ligne de Kurz en Autriche également. Est-ce que vous pensez que, effectivement, on a parlé du populisme, et quand vous dites le populisme, moi je dis, les gens qui n'aiment pas le peuple, on l'appelle populiste, hein, vous savez, la phrase de Brecht. Oui, bien sûr. Il faut dissoudre le peuple, voilà. Bon, mais est-ce que vous croyez que aujourd'hui, enfin, on ne va pas faire est-ce que c'est en train vraiment de se consolider, voire de s'enraciner? Alors là, oui, ce qu'on appelle les populismes, oui, bien qu'encore une fois, il faudrait, d'un pays à l'autre, les mouvements sont assez différents. Parce que par définition, je dirais, le populisme et le conservatisme, sans s'identifier, se recoupent souvent. Or, tout conservatisme est particulier par définition, et tout populisme, je dirais, cadre avec la psychologie, la culture politique propre du peuple, alors que le progressisme a tendance à se vouloir universel et se déployer partout de la même manière. Ouais. Mais ce qui est certain, cela dit, c'est qu'il y a des aspirations profondes qu'il semble aujourd'hui difficile on peut difficilement nier leur déploiement. Par exemple, la volonté de retrouver une forme d'enracinement. La critique devant l'immigration massive, qui est, justement, cette critique est massive aujourd'hui. Et quoi qu'en pense une bonne partie des élites politiques et médiatiques, ils sont de moins en moins nombreux à croire que c'est une chance exceptionnelle pour nos pays, pour notre civilisation. Donc, il y a, oui, cette contestation dont la traduction politique tarde encore sur l'idée. Oui, il y a les populismes, mais on sent que c'est encore flagellant. On sent qu'il pourrait y avoir d'autres traductions possibles de ces mouvements. Mais au même moment, je me permettrais de vous donner un exemple que vous connaissez bien, je crois, l'exemple Trump. Ce qui est assez intéressant avec l'exemple Trump, c'est que Trump a été élu en bonne partie en contestant le politiquement correct. Tout à fait. Mais à lui, complètement. C'était son carburant, c'est-à-dire et il parvenait à dire au commun des mortels, lorsqu'on on vomit sur moi, c'est sur vous qu'on vomit, en fait. Mais vous noterez qu'une fois Trump élu, eh bien, le politiquement correct, loin de se relativiser, de se questionner, s'est radicalisé. Absolument. Parce qu'il trouvait là la confirmation dans ce
ce personnage, quelque peu ubuesque quelquefois, la confirmation de son droit au mépris, de sa confirmation de son droit à la condescendance. Sauf que ce qui est très intéressant, et là on arrive en prenant et en restant sur l'exemple Trump-Mathieu Bocoté, c'est qu'on a vu quand même ses résultats. Ce type qu'on considérait comme fou et comme clown, on voit les résultats en matière économique, en matière de chômage, en matière de croissance, etc., etc. Or, s'il continue comme ça, d'ailleurs, il risque d'être réélu en 2020, c'est clair. Mais justement, la radicalisation, c'est que du coup, c'est extraordinaire parce qu'à un moment donné, on perd son sang-froid, on veut faire l'impeachment. Et moi, voilà, ça, vous avez dit le mot important, je crois. Depuis son élection, avant même qu'il soit à la cérémonie d'intronisation, avant même ça, la question de l'impeachment était posée. Et moi, ce qui m'a fasciné, la question de l'impeachment, en fait, accompagne la présidence Trump à la manière d'une perpétuelle remise en question de sa légitimité. Donc, au-delà des questions réelles qu'on pourrait lui poser, je pense qu'il n'y aurait aucun dossier sérieux contre lui que la question de l'impeachment se poserait parce qu'on a cette idée qu'il est fondamentalement illégitime. Et vous remarquerez aussi de la même manière quand le Brexit passe. Eh bien, très rapidement, le système médiatique déploie des ressources incroyables pour disqualifier le résultat. On nous disait globalement qu'est-ce que c'était? Les gens qui étaient pour le Brexit, victimes de fake news, des gens exagérément blancs, exagérément régionaux, des édentés malodorants, le petit peuple sans intérêt. Le panier des déplorables dont parlait Hillary Clinton. Exactement. Alors, il y a toujours cette idée que lorsque le peuple vote mal, c'est soit qu'il a été mal conseillé, mal orienté, ou alors qu'il exprimerait ses préjugés. Soit qu'il est crétin. Et on a cette idée comme quoi, fondamentalement, un démocrate éclairé, sincère, de bonne foi et bien informé, par définition, ne pourrait qu'embrasser le progressisme incandescent. Et ça, c'est le véritable l'angle mort de la pensée politique dominante aujourd'hui, c'est que nos progressistes sont persuadés qu'un homme intelligent ne peut qu'être en accord avec eux. Ils n'imaginent pas un désaccord légitime, rationnel. Oui, sauf que vous rejoignez, c'est très intéressant cette histoire, ça rejoint quand même les querelles quand la Russie était l'empire du bien et que quiconque parlait des camps de travail en URSS était une hyène dactylographe, un hitléro-fasciste et autres, un hitléro-trotskiste, pardon. Mais juste un mot, Mathieu Bocoté, il y a un exemple parfait qu'on a connu, nous, en 2005, quand il y a eu le référendum sur la Constitution européenne, alors je me rappelle, c'était que 55% des Français ont voté contre. Le système médiatique, en tout cas un certain nombre de gens, les ont insultés. Ici en France, ils disaient « bande de crétins, vous n'avez rien compris, vous êtes nuls ». Ils ajoutaient qu'on n'aurait pas dû tenir le référendum puisqu'il n'a pas donné les résultats souhaités et que par ailleurs, au fond, lui-même, le peuple exprimait un désir d'Europe contrarié. Donc autrement dit... dans un cas comme dans l'autre, le système gagnait. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, pour reprendre votre question qui est fondamentale, est-ce que ces mouvements de contestation sont en train de s'incarner durablement, s'enraciner durablement? L'exemple italien est intéressant de ce point de vue, peu importe qu'on y adhère ou non, la question n'est pas là. En Italie, ce qu'on appelle le populisme est passé. Il faut dire que la fonction tribunicienne est moins forte en Italie. Mais il est passé néanmoins de la fonction tribunicienne de l'opposition systématique, incandescente, au gouvernement. Il est parvenu à quitter, autrement dit, parce que le populisme s'était déployé dans la fonction tribunicienne depuis les années 90. L'opposition, l'incarnation du peuple, mais qui n'existe que dans l'opposition et la dénonciation. Et là, il fait l'expérience du pouvoir. La question, je crois, dans les prochaines années, c'est de voir dans quelle mesure ce populiste sera capable de faire l'expérience du pouvoir, et il ne le pourra, à mon avis. Et ça, c'est un élément de recomposition qu'en intégrant, il y a, je dirais, en politique de révolution, de guillemets, que lorsqu'on est capable de récupérer une partie du monde ancien. Il n'y a pas de rupture absolue dans l'histoire. Donc, une partie des élites dites conservatrices, dites classiques, vont, ici et là, dans tous les pays, ça se passera pas de la même manière, mais de nouvelles alliances vont surgir inévitablement entre Buisson, aime dire, les classes populaires et une partie de la bourgeoisie, autour, je crois, d'une nouvelle pratique du pouvoir pour restaurer globalement la souveraineté nationale, la souveraineté populaire et restaurer la légitimité d'un contrôle de l'immigration et d'une assimilation des populations qui nous rejoignent. Et ça demande, mais je vais vous dire, et ça non seulement ça impose, mais ça implique le réapprentissage de l'histoire. Ce n'est plus du passé, faisons table rase. Vous avez réapprentissage de l'histoire, vous avez absolument raison sur deux plans. Premièrement, l'histoire, on ne devrait jamais l'oublier, est un réservoir de leçons politiques pour penser l'action politique. On a voulu nous dire depuis 20 ans que l'histoire ne fournissait aucune leçon. C'est faux. Michel de Gégère, sur ces questions dans son livre La Compagnie des ombres, des pages lumineuses. Et de l'autre côté, réapprendre l'histoire pour se délivrer des mythes incapacitants. C'est-à-dire, quand encore une fois on nous dit le sentiment national mène à la guerre, eh bien le sentiment national mène aussi à la libération et pousse aussi à la plus belle des dissidences. Pensons à Solzhenitsyn, c'est-à-dire ce n'est pas au nom d'une vision désincarnée des droits de l'homme qu'il a su résister, mais aussi au nom de l'orthodoxie, de la Russie éternelle et de l'orthodoxie. Donc vous voyez les motifs. Il y a une histoire du totalitarisme à écrire. Je pense qu'aujourd'hui on vit pas dans un monde totalitaire, mais la tentation totalitaire
totalitaire ressurgit à travers le politiquement correct. Et il y a une histoire de l'antitotalitarisme à écrire. Au nom de quoi avons-nous été capables de résister au totalitarisme au fil de l'histoire? Et là, c'est là qu'on redécouvre sa part inavouée. Mais la part, c'est l'histoire de l'enracinement, c'est l'histoire du sentiment national, c'est l'histoire du patriotisme, c'est l'histoire de la conscience de civilisation. Et qui n'est pas du tout, justement, il y a des identités heureuses et pas meurtrières. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais justement, il faudrait j'espère que vous l'écrirez, ça, Mathieu. Mais l'homme a besoin d'habiter le monde. Vous savez, c'est cette idée comme quoi l'homme ne deviendrait véritablement libre qu'en s'arrachant toutes ses appartenances, en s'arrachant sa langue, sa culture. C'est une idée terriblement asséchante, terrifiante, qui décharne l'homme. Et l'homme est riche de ses enracinements. C'est en plongeant dans la singularité de sa propre culture qu'il peut toucher l'universel. Pensez l'œuvre d'un Milan Kundera. Moi, ça me frappe. Les plus grands écrivains sont ceux qui, à partir d'un coin du monde qui est le leur, sont parvenus à l'universaliser admirablement. André Gide, ce n'est que par le particulier qu'on atteint en général. Mais absolument. Et je crois que là-dessus, les grands écrivains américains, européens, français, ou je vais donner Kundera, je pourrais donner d'autres exemples, touchent l'universel à partir de leur singularité propre. Je pense que de ce point de vue, même la littérature nous apprend l'importance fondamentale des patries, ne serait-ce que par la médiation d'une langue. Et alors, est-ce que vous croyez, justement, alors pour parler du présent et en tout cas de l'avenir proche, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui cette, comment dirais-je, la nécessité effectivement de se battre, et alors se battre avec les moyens du bord. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui a libéré aussi, malgré qu'on les accuse, fake news, alors que fake news c'est depuis les Romains, et même avant, et les réseaux sociaux, à votre avis, ont joué un rôle plutôt positif ou plutôt négatif dans cette espèce d'éparpillement au bon et au mauvais sens du terme de la pensée? Les deux. C'est-à-dire positif, je crois, parce que les réseaux sociaux permettent de découpler l'espace public de l'espace médiatique. Les grands médias avaient colonisé l'espace public depuis trop longtemps et monopolisaient les codes du disciple. Ils avaient le monopole de l'interprétation légitime du réel. Et les médias sociaux permettent de critiquer en disant aux médias, vous n'êtes pas un contre-pouvoir, vous êtes le pouvoir. Donc les médias sociaux permettent de présenter les faits autrement, permettent au peuple de se réapproprier le récit de sa propre expérience. Très bien. Permet aussi à des courants de pensée qui étaient étouffés dans le système médiatique de se présenter autrement que sous le signe de la caricature ou d'être seulement écarté du débat. Négatif, évidemment, parce que les médias sociaux ont développé aussi une culture du lynchage, une culture du vide-ordure. C'est qui va-t-on pendre aujourd'hui? Qui va-t-on mépriser aujourd'hui? C'est la culture du like, c'est la culture de l'inculture aussi. Mais je pense que dans tous ces phénomènes, il y a toujours une part lumineuse, une part sombre, mais je crois qu'il ne faut pas nier la part lumineuse. Un potentiel de démocratisation véritable dans les médias sociaux. Encore là, soyons très critiques, mais voyons qu'ils permettent aujourd'hui à la parole populaire de se délivrer de la chape de plomb qui l'étouffait. Je dirais, comme le camarade Georges Marchais, le bilan est plutôt globalement positif. Oui, dans les circonstances actuelles. Mathieu Bock-Côté, vous, par exemple, aujourd'hui, justement, vous êtes entre le Québec et la France, on vous connaît très bien, on vous lit, on vous apprécie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore, vous le sentez, que ce soit au Québec ou en France, une espèce d'omerta ou encore une censure vis-à-vis de vous, disant oui, on veut bien, mais lui, on l'aime pas beaucoup? Ça dépend des questions. Je dirais, chez moi, à la fois, je participe au débat public et je n'y participe, pour certains, le simple fait d'y participer, ça leur cause problème. C'est-à-dire, ils entendent une voix autre que celle qu'ils voudraient entendre. Ouais. Je pense que le politiquement correct continue de peser. Je note, et ça marque toujours mes amis français, mais je pense que la liberté d'expression en France est beaucoup plus grande qu'on ne le croit. Oui, elle a baissé par rapport aux dernières années, enfin, par rapport plutôt à la culture et l'histoire du pays. Par rapport à des proches et Coluche et compagnie, oui. Voilà, il y a une histoire riche de la liberté d'expression en France. Ouais. Aujourd'hui, elle est contenue, elle est cadenassée, mais c'est un peuple qui a une telle culture du débat, une telle passion du débat, une telle passion de la contradiction que même les lois, quelquefois les plus ubuesques, les plus délirantes, ne parviennent pas à empêcher les Français de débattre de ce qu'ils veulent de toutes les manières possibles. Je crois que ça fait partie des plis les plus intimes de la culture nationale, alors que chez nous, on a le droit de tout dire, mais finalement, on a envie de rien dire. Oui, vous savez, en tout cas, ça fait plaisir que quelqu'un, justement, de l'autre côté de l'Atlantique vienne nous dire ça, et c'est vrai parce que quelquefois, on a des doutes, mais on aimerait que ce ne soit pas, vous savez ce que disait quelqu'un, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Merci Mathieu Bock-Côté. Merci Mathieu Bock-Côté. Causez toujours et lisez toujours, en tout cas. L'Empire du politiquement correct, c'est le titre de votre ouvrage publié aux éditions du Cerf. Merci à vous, André Berkoff. On retrouve demain à midi en direct dans tous vos états sur Sud Radio. On peut aussi réécouter cette émission, Berkoff dans tous ses états, en podcast sur sudradio.fr ou également en vidéo sur la page Facebook de Sud Radio. Quant à nous, les amis, on poursuit notre journée. On va faire une petite pause politique. Vous-même, vous en avez besoin aujourd'hui, puisque dans quelques instants, on retrouve Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui,
invité de Jacques Pessis, le journaliste sportif Gérard Rolls. Et oui, on approche de l'été, les amis, et on approche du Tour de France. Ça vous rappellera quelques souvenirs. Alors profitez-en bien, Jacques Pessis, avec les clés d'une vie, les clés d'une vie de la vie de Gérard Rolls. À tout de suite sur Sud Radio.